Et puis on parle de cet outil important d'aide à la décision, la modélisation mathématique. Et c'est avec Cora Fils-BT. Bonjour. Bonjour, monsieur Evan. Comment allez-vous? Je vais très bien. Un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup, monsieur De vous Evan. avoir sur ce plateau. Merci. Alors, quand on parle de modélisation mathématique, déjà, qu'est-ce qu'on va y comprendre pour nous qui n'avons traîné notre boss que dans la littérature? Bon, merci beaucoup, monsieur Evan. C'est un réel plaisir de me retrouver à vos côtés ce matin pour discuter d'un sujet aussi crucial que la modélisation mathématique et le rôle important joué par cet outil-là pour la prise de décision rationnelle. Merci. Pas plus tard qu'hier, je parcourais un rapport de la Banque mondiale sur le conflit russo-ukrainien et je suis tombé sur cette expression qui, au départ, paraissait totalement anodine. Je cite, « Plus de 320 millions de personnes dans le monde seront en situation d'insécurité alimentaire d'ici la fin 2022. » Ce genre d'expression n'est du tout pas nouveau et s'entend de plus en plus dans plusieurs domaines, mais suscite quand même des interrogations, à savoir qui sont ces gens-là qui parviennent à faire de telles estimations. Absolument. Ces gens-là qui parviennent à prédire avec un certain degré de précision des événements à venir. Sont-ils dotés d'un pouvoir, d'un pouvoir surnaturel? Sinon, comment font-ils? Donc, la réponse à toutes ces interrogations tient en réalité en un seul mot, à savoir modélisation. On se demande donc quel est cet outil-là qui permet de connaître le futur tout en étant dans le présent. Donc, d'une manière générale, modéliser, c'est représenter, faire un schéma tout simplement. Donc, dès lors, on convient que dès qu'on modélise, c'est qu'on perd forcément de l'information, puisque un schéma ne peut en aucun cas être identique à la réalité. Donc, ça nous amène à donner une définition plus cohérente de la modélisation, à savoir, la modélisation, c'est en réalité une représentation simplifiée de la réalité, dans le but de remplacer des expériences réelles par des simulations numériques. D'accord. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire concernant la définition de cet outil-là qu'est la modélisation. Merci. Et justement, ce dont vous parlez, on en entend souvent parler, bien sûr, 800 millions de personnes dans le monde souffrent de telle pathologie, tel nombre de personnes souffrent de ci, tel nombre de personnes seront atteintes de ci à l'horizon 2000, tel. On se demande, mais comment est-ce que ces estimations-là sont faites? Est-ce que, justement, voilà, est-ce qu'on n'est pas dans une forme de fiction? Est-ce qu'on ne fait pas un peu trop confiance à des gens qui, dans le fond, en temps normal, ne font que peut-être nous berner? Ah, bon. Rassurez-vous, on ne berne pas du tout. Ce sont des estimations qui sont basées quand même sur des théories mathématiques très pointues, puisque au-delà de cette définition-là que je viens de donner concernant la modélisation, c'est qu'il y a une grande part de mathématiques dedans. Donc, de façon pratique, comment est-ce que cela se fait? C'est que j'ai un phénomène donné sur lequel j'ai envie de prendre une décision. Donc, la première étape consiste à modéliser le phénomène afin de voir quelles sont les variables qui entrent en jeu, les variables qui influencent ce phénomène-là. Donc, ce qu'on fait généralement, on met en place un certain nombre d'équations, soit des équations simples, des équations différentielles ou des équations dérivées partielles qui modélisent ce phénomène-là. Maintenant, il y a plusieurs étapes pour pouvoir parvenir à modéliser et l'une des étapes justement, c'est de vérifier que le modèle qu'on a établi là correspond à la réalité. Donc, pour plusieurs phénomènes, nous avons des données passées. Donc, dès qu'on modélise, on essaye de prédire ces valeurs-là et c'est en réalité ce qu'on fait. Très bien. Alors, quels sont les domaines d'application de cet outil? Les domaines d'application de la modélisation sont en réalité très nombreux et variés. On peut citer l'économie, notamment pour la prévision du comportement de certaines grandeurs économiques, notamment le produit intérieur brut, le taux de croissance économique, le taux d'inflation, le taux de chômage et bien d'autres. Également, en finance, par exemple, pour prédire le comportement
hein, de certaines actions sur le marché boursier. Dans le domaine de l'environnement aussi, notamment à travers les changements climatiques, où on utilise la modélisation pour construire ce qu'on appelle aujourd'hui des modèles d'équilibre général, qui impliquent à la fois l'économie et l'impact, hein, que l'économie a sur le réchauffement global de la planète. Sans oublier des domaines tels que la robotique, la médecine, l'énergie, l'électricité, la mécanique, ou d'une manière générale, tout domaine dans lequel on est amené à prendre des décisions rationnelles. Donc nous voyons que le champ d'action de cet outil-là, qu'est la modélisation mathématique, est vraiment très vaste et n'épargne aucun domaine. Est-ce que c'est indispensable? Est-ce qu'on peut s'en passer? Ou on doit nécessairement faire appel à cet outil dans toute prise de décision qui se veut rationnelle? Oui, merci beaucoup, M. Herman, pour cette question-là. En fait, on ne peut pas s'en passer tant qu'on veut prendre des décisions rationnelles, puisque une décision rationnelle est nécessairement basée sur des faits, hein, sur des prévisions qu'on fait. Par exemple, en voulant modifier la trajectoire, hein, d'un événement, je prends un exemple en économie, j'ai un modèle d'investissement qui implique un certain nombre de variables et j'ai envie d'inciter, hein, l'investissement privé. Donc, il faut au préalable modéliser ce phénomène-là qu'est l'investissement afin de voir quelles sont les variables qui entrent en jeu et quelles sont ces variables-là sur lesquelles je pourrais agir afin de pouvoir booster l'investissement. Donc, ce qu'on fait généralement, hein, en pratique, puisque ces modèles-là, ce sont des modèles qui existent déjà, hein, c'est qu'on agit par exemple sur le taux d'intérêt accordé et pratiqué par les banques lors des dépôts, afin de décourager, hein, l'épargne et d'inciter, toutes choses étant égales par ailleurs, hein, l'investissement privé. Ouais. Très bien. Alors, dans le contexte de nos pays, de nos pays africains, avec toutes les réalités, bien sûr, qui entourent, qu'est-ce que cela pourrait, la modélisation pourrait-elle apporter au processus de développement? Merci. Pour ce qui est de nos pays, je pense qu'il faudrait multiplier les efforts, hein, allant dans le sens de l'étude approfondie des phénomènes en jeu avant toute prise de décision. Cela se fait déjà, hein, sur le terrain, notamment au niveau des cellules de recherche de certaines administrations telles que la DGAE et l'INSTAD au Bénin et bien d'autres. Hein. Mais je pense qu'il faudrait renforcer vraiment cette action-là à tous les pôles de décision afin d'éviter, ou tout au moins de limiter la prise de décision lourde de conséquences, hein, pour le développement de nos pays. Oui. Pour l'instant, si vous devez jeter un regard sur la façon dont nous fonctionnons actuellement dans nos pays, que diriez-vous? La navigation à vue? Bon, pas tout à fait, pas tout à fait. Sauf que comparé à certains pays plus avancés, je pense que nous avons encore du chemin à faire. Sinon que dans certains pays, aucune décision, hein, qui impacte la population n'est prise sans étude préalable. Bon, chez nous, je pense qu'on est en train d'y venir peu à peu et je suis confiant que nous allons arriver à ce niveau-là également. On espère aussi. Et de façon concrète, comment tout ceci est mis en application de façon concrète? Comment est-ce qu'on arrive à mettre, enfin, quelle est la scénographie de la modélisation mathématique? Bon, de façon concrète, il faut dire que la modélisation, c'est un processus qui peut être très complexe à mettre en œuvre en fonction du phénomène étudié, notamment des variables et paramètres qui entrent en jeu, à savoir leur nombre et leur accessibilité. Toutefois, on peut citer globalement 3 étapes pour pouvoir modéliser un phénomène. La première étape consiste à observer le phénomène. Observer le phénomène afin de déterminer ces variables-là qui déterminent l'état du phénomène et ces variables-là qui permettent d'expliquer ou d'influencer ce phénomène-là. Donc après cela, il faudra dégager parmi toutes ces variables-là les plus importantes à prendre en considération, hein, selon les objectifs visés et le degré de précision recherché. Donc la deuxième étape consiste à mathématiser le phénomène. C'est d'ailleurs l'étape la plus difficile. Il s'agira premièrement de décider de la forme à donner au modèle mathématique. Est-ce qu'il doit s'agir d'un modèle d'équation simple, d'un modèle d'équation différentielle ou bien d'un modèle d'équation aux dérivées partielles. Donc après ça, il faudra déterminer et spécifier les différentes fonctions qui entrent en jeu dans le modèle. Et cette phase est souvent connue sous le nom de calibration du modèle. Et vient ensuite la dernière étape, la troisième et dernière étape, qui consiste à valider le modèle
Et à ce niveau-là, il faut premièrement s'assurer que les équations qu'on a eu à établir précédemment sont résolubles. Et généralement, de façon analytique, c'est impossible. Il faut passer par des simulations numériques. Et enfin, vérifier que ce qu'on a eu à établir comme modèle là correspond réellement à la réalité. Donc, à ce niveau-là, ce qu'on fait, on calcule le degré de précision du modèle. Donc, soit on calcule ce degré-là de façon analytique, et je l'avoue, en pratique, ce n'est pas généralement possible. On passe par des simulations numériques et on applique certains critères bien connus, tels que le critère des moines carrés. Alors, tout ce que vous dites, il y a beaucoup de personnes sans doute qui ne comprennent pas forcément grand-chose. Jean-Claude dit derrière la caméra qu'il lève son petit doigt comme si on était dans une classe, dans une salle de classe. Quand le projet dit qui sont ceux qui n'ont pas compris, on lève nos petits doigts. Et donc, on va faire de façon simple. Si on doit expliquer à quelqu'un de façon vraiment terre à terre la modélisation mathématique, de façon caricaturale, qu'est-ce qu'on dit? De façon caricaturale, si je dois résumer un peu la modélisation mathématique, c'est que j'ai un phénomène réel que j'observe. J'ai envie, soit... Allons-y par exemple sur la Covid-19. Ok, bon, par rapport à la Covid-19, c'est d'ailleurs ce qui a été fait pratiquement, puisque face à la Covid-19, il fallait prendre des décisions afin de stopper l'avancée de cette pandémie-là. Donc, il y a des chercheurs du CNRS en France qui ont établi un modèle mathématique afin de comprendre comment est-ce que ce virus-là se propage. Donc, une fois cette étape-là passée, ce qu'ils ont fait ensuite, ils ont pu prédire avec exactitude, avec une certaine précision, le nombre probable de cas à un horizon donné. Par exemple, d'ici 3 mois, on aura 1000 cas supplémentaires, etc. Ça leur a permis, entre autres, de pouvoir prédire à quel moment on aura le pic de la pandémie. Donc, ce modèle-là, au vu des informations qu'il a pu apporter, ça a permis aux autorités de prendre des décisions, notamment le confinement, s'il faut durcir ou s'il faut atténuer le confinement, etc. Très bien. Donc, est-ce qu'il est déjà arrivé au Bénin où on a fait appel à vos services pour comprendre tel ou tel autre phénomène ou essayer de planifier tel ou tel autre phénomène? Oui. Par exemple, il y a un projet qu'on est en train de mettre en œuvre, notamment sur les changements climatiques. Voyez-vous, dès qu'on vient sur Terre, pour vivre, on doit consommer. Au vu de nos méthodes de production aujourd'hui, dès qu'on produit, pour produire, nous dégageons bien naturellement du CO2. Nous produisons du CO2. Et ce dioxyde de carbone-là contribue à la destruction de la couche d'ozone et donc au réchauffement global de la planète, ce qu'on veut éviter. Donc, il s'est agi pour nous de construire un modèle mathématique qui permet de déterminer la consommation optimale que nous pouvons avoir, tout en atténuant donc la quantité de CO2 utilisée pour produire cette consommation-là et donc de lutter contre le réchauffement de la planète. Le modèle a déjà été mis en place, il a été soumis dans une revue scientifique pour publication. Oui. On va lire tout ceci, évidemment, on va voir ça de très près. Alors, est-ce que c'est de la proactivité, la modélisation? Est-ce qu'on peut parler de proactivité? Oui, en quelque sorte, puisque ce processus-là, qu'est la modélisation, implique vraiment un grand nombre de domaines. C'est vrai, on parle de modélisation mathématique, mais c'est un outil qui ne s'applique pas qu'en mathématiques. Il y a bien d'autres domaines qui entrent en jeu, donc notamment la physique, la biologie, bien d'autres domaines qui entrent en jeu vraiment. Et c'est vrai, dit comme ça, en 3 étapes, on peut modéliser. Bon, on peut se dire que c'est un outil qui est simple à mettre en place, mais en réalité, ça peut prendre des semaines, des mois, voire des années de travail au vu des différents domaines qui sont impliqués dans ce processus-là. Et puis, quelles sont les qualités et les compétences intellectuelles requises pour faire ce travail? La base qu'il faut d'abord, c'est les mathématiques. Et pas que les mathématiques, il faut de l'analyse, de la statistique, des probabilités, puisque de plus en plus, on va vers des modèles qui sont stochastiques.
qui sont des modèles au niveau desquels les variables qui entrent en jeu sont des variables aléatoires. On ajoute également des thèmes aléatoires, puisque dans le processus que je viens de décrire tout à l'heure, là, concernant les étapes de la modélisation, il y a à tout niveau, à chaque étape, là, on peut avoir des erreurs qui vont se glisser. Et ces erreurs-là sont généralement prises en compte en intégrant un processus stochastique afin d'améliorer la précision du modèle qu'on obtient par la suite. Donc, en gros, il faut des mathématiques, plus précisément de l'analyse, de la statistique, de la probabilité. Quels sont vos rapports, en tout cas ceux qui interviennent dans ce domaine, avec l'INSAE, enfin l'ex-INSAE devenu, je crois bien, INSTAD? Oui, bon, il y a des collègues qui travaillent vraiment en collaboration avec l'INSTAD, notamment sur des projets tels que l'estimation de la capacité d'exportation du Bénin, notamment également le potentiel d'exportation. Le potentiel d'exportation, merci beaucoup, le potentiel d'exportation du Bénin. Donc, il y a un modèle qui a d'ailleurs été construit dans ce sens-là par le collègue Dr Bagidi Amoussou, et qui a d'ailleurs été publié, et bien d'autres projets qui sont en cours actuellement en collaboration avec ces institutions-là. On va dire que vous êtes les hommes de l'ombre, les technocrates, comme on vous appelle souvent. Ouais. D'accord. Merci beaucoup à vous, Kora Fils BT. Vous êtes docteur en statistique, c'est bien cela. Oui, vous êtes docteur en statistique. C'est bon, hein. C'est bon de manipuler les chiffres à sa guise. Bon. Je veux bien pouvoir manipuler les chiffres à ma guise aussi. Malheureusement, ce n'est plus pour maintenant. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage, on vous souhaite beaucoup de réussite dans ce que vous faites. Merci. C'est pas facile. Rien n'est facile d'ailleurs dans la vie. Mais vous le faites avec tellement de passion et tellement de dextérité qu'on ne peut que vous souhaiter beaucoup de courage et beaucoup de chance. Merci infiniment, monsieur Eman. Donc, au plaisir de nous retrouver très prochainement pour un autre sujet qui concerne, on va dire, le développement, qui concerne les mathématiques, qui concerne tout ce dont nous avons envie de savoir, tout ce que nous avons envie de savoir, mais dont nous n'avons pas toujours l'opportunité d'en apprendre davantage. Merci, au plaisir et à très bientôt. Merci beaucoup, monsieur Eman. Merci et à la prochaine. On continue donc de parler de chiffres, mais cette fois-ci, on va parler de cas pratiques. On va parler des petites et moyennes entreprises pour lesquelles la comptabilité n'est pas toujours la chose la mieux partagée.